Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tales from the Dice, votre podcast sur le jeu de rôle après une petite pause de 2 semaines depuis le dernier numéro. Est-ce que ça va, mon cher Maxence? Je vois que vous avez enfilé les lunettes de soleil, je sens le début de journée difficile, ma foi, le camouflage peut-être. Eh bien, bonsoir Kylian. Effectivement, la fête de la musique a été un petit peu, compliquée, mais ce n'est absolument pas une technique pour cacher un semblant de fatigue, mais plutôt une recherche de style. J'essaye de monter un petit peu mon personnage. D'ailleurs, je pense que vous pourrez noter que je suis passé chez le coiffeur. Et j'essaye du coup de me monter une personnalité tant bien dans le podcast que dans la vraie vie. Voilà. Donc pas de panique, je serai là pour t'épauler sur cette petite chronique d'aujourd'hui qui du coup a pour thème, attention spoiler, les conflits entre joueurs durant un jeu de rôle. Mais de toute façon, il y avait déjà le thème en bas sur la vidéo, donc vous le saviez déjà. Vous savez lire, normalement, vous savez donc lire un titre. Et effectivement, nous allons parler des conflits, mais pas seulement entre joueurs, mais aussi des conflits entre personnages, donc les conflits plutôt roleplay. On va traiter un peu de ces deux aspects différents. Aujourd'hui, on va tenter un peu de parler d'anecdotes et d'exemples personnels qui nous sont arrivés autour de tables de jeux de rôle, et essayer un peu de tirer quelques enseignements de notre expérience passée sur ce loisir, ma foi. Et oui, alors c'est vrai qu'effectivement, quand on a discuté de ce petit thème, les conflits c'est un grand mot. Hein. J'avoue que je me suis jamais retrouvé à monter sur la table pour baffer mon voisin sur la décision qu'il avait prise. Mais c'est vrai que du coup, on est tous différents. On est en 2022. Voilà, il faut accepter les différences de soi et faites attention. Je vous ai à l'œil. Et c'est super important parce que tout le monde va avoir des idées plus ou moins acceptées par les convives sur la table. Et il va falloir discuter, il va falloir accepter parfois, même subir. Et l'important c'est aussi de laisser cours au jeu pour voir un petit peu comment ça se passe. Tout à fait. Ah, c'est vrai que nous, toi comme moi, en tout cas sur les parties qu'on a pu faire, je pense pas qu'on ait eu vraiment de situations conflictuelles au point où vraiment il était nécessaire de recadrer, où ça crée vraiment des vraies dissensions et potentiellement de la colère, si je puis dire, entre les joueurs qui étaient présents autour de la table. Olé. Par contre, on a déjà eu des situations où c'était potentiellement un peu tendu, où on a pu se sentir un peu frustré. De ce qui se passait autour de la table. Je te propose qu'on parle d'abord justement vraiment des conflits entre joueurs. Donc là, pour le coup, on parle vraiment du comportement de chacun et chacune en tant qu'être humain autour de la table, et pas des personnages et des conflits qu'il pourrait y avoir liés à l'histoire et à la narration. Non, là, on parle vraiment de points de dissension. Comme tu l'as dit, on est tous différents. Le jeu de rôle, c'est un art oui, tout à fait. Un art collectif. Donc forcément, chacun a une vision différente de sa pratique et de la manière de jouer. Et qui dit différence dit forcément, à un moment ou un autre, potentiellement opposition entre les différentes personnes qui sont présentes. Effectivement, c'est là que je pense la règle numéro 1, à mon avis, à mes yeux en tout cas, pour ce genre de problématique, c'est le dialogue. Et là, on va parler différemment dans le sens où il y a le dialogue RP, entre guillemets, où tu vas incarner ton personnage et du coup faire en sorte de créer une interaction pour faire avancer le truc et faire entendre ta voix d'une certaine manière. Et ce qui arrive beaucoup plus souvent, c'est du coup le dialogue hors RP, donc là où on va vraiment parler en tant que joueur et on va avoir des interactions plus ou moins violentes, entre guillemets, dans le sens si un joueur A prend une décision qui ne convient pas du tout, on va sortir du jeu et lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, et là ça peut créer effectivement des conflits. Donc on va essayer de vous en parler. C'est compliqué de les catégoriser parce que chaque situation est différente, Ouais. mais je pense que par le biais de notre expérience et de petits exemples qu'on pourrait vous donner, on va essayer de vous illustrer ça en tout cas. On va monter graduellement. Je propose qu'on commence par un exemple de situation, je pense, assez commune, qui peut créer des fois un peu de conflit et de tension autour de la table. C'est en ce qui concerne les points de règle.
Les jeux de rôle, en général, c'est quand même des systèmes de règles assez compliqués. Quand vous êtes maître de jeu, vous êtes un peu le garant justement du respect de ces règles. Mais pour peu que vos joueurs se soient un peu investis dans le système de jeu, ils peuvent eux-mêmes avoir un certain nombre de connaissances et potentiellement un peu vous challenger là-dessus. Du coup, le maître de jeu, ça arrive aussi assez fréquemment qu'il commette des erreurs en règle. Et ça peut créer justement un peu des dissensions. Il suffit que vous ayez des joueurs un peu compétitifs ou un peu intéressés sur le système de jeu, et le maître de jeu qui fait une erreur ou qui, à un moment, coup de fatigue, oublie quelque chose, et qui crée une situation un peu défavorable pour un joueur, ça peut créer justement un conflit. Moi, j'ai un exemple qui était arrivé il y a de nombreuses années de cela, désormais, lorsque nous étions encore de jeunes rôlistes. On était sur une partie de Warhammer 40 000. C'était Rock... Non, c'était pas... Si, c'était sur du Rock Trader, il me semble. Cool. Moi, j'étais probablement sous ce jour-là, donc je me souviens. Ah oui, pour un peu de contexte. J'étais là. Mais tu étais présent, effectivement. C'était un scénario d'initiation gratuit, en fait, qu'on pouvait récupérer dans le commerce, donc avec des personnages pré-tirés, c'est-à-dire que moi et Maxence et les autres joueurs présents, on n'a pas eu à créer nos personnages, on nous les a, entre guillemets, imposés. En gros, on nous a laissé un panel de choix, et on a choisi chacun qui on allait incarner. Et il se trouve que le maître du jeu, qui est un de nos amis de toujours, Eugène, que vous avez déjà peut-être pu voir dans notre émission Des Contes Warhammer, qui joue le personnage de Gustave, était maître de jeu pour cette partie. Et c'était sa première masterisation de toute sa vie. Première masterisation ever. Donc un peu de pression et un peu de tension déjà sur ses épaules de ce pauvre Eugène. Ça balance un sniper, hein. Ah non, mais je contextualise, je n'accuse en rien, j'explicite, je donne justement des raisons qui ont fait qu'à un moment donné, on était une situation où Warhammer 40 000, enfin en tout cas Rock Trader et les jeux basés, les jeux Edge de Warhammer 40 000, donc Black Crusade et Deathwatch, et il y en a un quatrième justement lié à l'Inquisition, c'est quand même des jeux assez durs. Les personnages qu'on incarne sont faibles, vraiment, et réussir une action, c'est compliqué dans ces univers-là. Du coup, les résultats, en gros, les valeurs de caractéristiques sont très faibles, et il est facile, entre guillemets, de se planter ou de réussir vraiment in extremis une action, tout du moins en début de partie. Forcément, sur cette première partie, on a beaucoup failé sur nos différents jets de dés, à tel point que justement, lorsqu'on réussissait une action, même in extremis, tu vois, c'était un peu genre... Enfin, on va pouvoir faire avancer, enfin c'est cool, on va pouvoir faire quelque chose et jouer. Et le problème, c'est que la manière dont... là, pour le coup, moi qui connaissais un peu le système de règles, la manière dont sont explicités le degré de réussite ou le degré d'échec, c'est effectivement lorsque tu réussis juste un jet de dés, par exemple, je sais pas, là, la situation en question, c'était... il fallait franchir genre une espèce de gouffre sans fond dans des ruines qu'on explorait en sautant. Donc un jet basé sur une caractéristique de physique. Je crois qu'on devait avoir 30. Donc l'idée c'était de faire 30 avec un jet de dé à 100. Bon, la moitié de l'équipe déjà a raté son jet tout court, donc est tombé dans le trou. Et moi je réussis genre à 28. 28 sur 30. Donc la manière dont les règles explicitent la chose, c'est une réussite dit in extremis. Donc je réussis, mais c'est pas dingo. Et le problème, c'est que en gros, notre cher Eugène, lui, il a un peu interprété, réussite in extremis, pour moi, c'est potentiellement un simili-échec. Ouais, tu réussis pas ton saut, quoi. Tu t'agrippes plus ou moins difficilement, mais tu vas quand même prendre des dégâts par rapport à ça. Et vu qu'il y avait un peu la frustration de ce truc de, on réussit pas grand-chose depuis le début de la partie, que merde, fondamentalement, j'ai réussi mon jet de dés. J'ai fait moins de ma caractéristique, donc... que tu m'embrouilles l'esprit avec tes histoires de degré de réussite et que, genre, parce que t'as décidé ça en lieu et place des règles, ça m'a effectivement un petit peu tendu. Bon, après j'ai laissé passer, j'ai fait j'ai quand même réussi, j'ai fait telle caractéristique, et du coup il est ok, j'accepte, je tolère, tu arrives à franchir le gouffre. Mais parce que d'une certaine manière, tu connaissais ces règles-là. Oui. Alors, tu les avais déjà lues, donc c'est pour ça. Comme tu disais avant, ça c'est surtout dû au fait que tu t'étais intéressé, quoi. Parce qu'effectivement, moi, je serais arrivé sur cette situation, j'aurais accepté mon destin de toute manière. Enfin, je me dis que de toute manière, et c'est là aussi où c'est compliqué. Est-ce que un joueur peut se permettre
de critiquer un choix du MJ. Je veux Hmm. dire, est-ce que le MJ, c'est pas, est-ce que c'est le Dieu tout-puissant ou effectivement, tu peux en tant que joueur te sortir de ton Hmm. personnage et te dire, mais non, mais là, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Comment tu le vois toi en tant que maître du jeu? Bah, à rebours maintenant, du coup, sur cette situation-là, je me dis, en vrai, un joueur peut reprendre un maître du jeu sur certains points de règle ou sur certains points de désaccord avec lui, tant que ça ne bloque pas en fait la partie. Si ça commence vraiment à arrêter totalement le jeu et à être presque un règlement de compte, mais une discussion. Alors après, ça peut être aussi nécessaire d'arrêter le jeu et de faire une vraie discussion ouverte de on règle la situation maintenant, mais Ouais. c'est un peu dommage, entre guillemets, notre temps de loisir est limité, donc autant quand justement le conflit commence à s'envenimer et que la partie devient vraiment bloquée et qu'on ne joue plus, mais on est juste en train de littéralement de débattre autour des règles, j'ai envie de dire, que ce soit côté joueur ou côté maître de jeu, tant pis, laissons couler. Dans ces cas-là où effectivement, en tout cas moi à rebours, je sais que en tant que joueur, je me mettrais dans la position de non, c'est le maître de jeu, c'est ses règles et sa partie qu'il masterise. Donc c'est lui qui a le dernier mot, quand bien même je ne suis pas d'accord. C'est pas grave, je laisse couler. J'ai donné mon retour à ce que j'en pensais sur le moment. Pas besoin de rentrer dans une négociation pour absolument avoir raison. On laisse la partie se passer, continuer là-dessus. Le maître de jeu, s'il est intelligent, va prendre l'information et potentiellement refera pas la même erreur sur le reste de la partie. Et si vraiment entre guillemets, je suis vraiment frustré de cette situation, bah, attendons la fin de la partie pour en débriefer et en parler en mode, bah voilà, il y a eu telle situation qui s'est passée, on a eu tel désaccord sur les règles, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en dit, quoi? On sent beaucoup de ressentiment en vous, jeune Kylian, sur cette. Mais il y avait des choses à dire, il y avait des choses à sortir. En tout cas, beaucoup de vérité, beaucoup de ressenti, mais beaucoup de vérité. Donc c'est une belle chose. Là-dessus, en tout cas, effectivement, je rebondirais sur le comportement du joueur d'une certaine manière. Il est ressenti du coup par le maître du jeu, donc par effectivement ce genre de situation où tu vas être frustré parce que tu réussis pas, donc tu vas commencer à peut-être rediscuter d'une certaine manière, mais ça peut aller dans l'autre sens. Ça peut être aussi le maître du jeu, lui, qui du coup peut être agacé ou peut commencer en fait à partir en sucette par le comportement d'un joueur. Hein. J'ai en tête le fameux Orson que je vous avais présenté la dernière fois, Tout à fait. qui du coup, par mégarde, construisant le personnage au fur et à mesure, avait des petits comportements un peu racistes, on va dire, sur son compagnon de voyage, du coup Deng, qui était joué par Gaël à l'époque, mais je sais plus si, oui, ça avait été filmé cette séance. Tout à fait, le jeu de rôle pirate Voilà. avait été filmé. Alors après, je vous avoue que la rediffusion, la technique avait bien merdé, donc je ne vous encourage pas à aller visionner ça parce que je pense que ça va être une torture pour vos propres oreilles. Mais si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez vraiment faire un effort, les vidéos existent, sont présentes sur la chaîne des comptes. On avait fait du coup un jeu de rôle à thématique pirate. Et donc... Ah, écoutez, je voulais faire la pub, mais effectivement, n'allez pas voir, apparemment c'est une catastrophe. Bon, mais pour résumer, du coup, tu jouais donc Orson, donc ce personnage de marchand, comment Oui. dire, très charismatique Je- et très bavard, un peu à l'ancienne et aussi le produit de son époque. Et parmi les autres joueurs, il y avait le personnage de Deng, joué par Gaël, qui était un personnage asiatique, un pirate asiatique, artificier de son état. Et... bon... Il y a eu quelques dérapages. Il y a eu quelques dérapages par rapport à son origine là-dessus. Ce qui, pour rajouter un peu d'éléments de contexte, on était du coup sur un jeu de rôle qu'on filmait, donc je savais que moi j'allais rediffuser après ces images, et du coup forcément j'étais d'autant plus attentif à ce qu'est pas ce genre de dérapage et à ce que puissent dire mes joueurs, que ça se retourne pas entre guillemets contre nous et que ce soit pas mal interprété. C'est une chose de faire des blagues potentiellement tendancieuses, que ce soit de l'humour noir, de l'humour provoquant. Attention, on parle bien d'humour, hein, c'est pas parce qu'on fait des blagues
on cautionne tout ce qui est, on va dire, acte discriminant et racisme et autres. Non, Attention, on est sur une pente glissante, Kylian. Oui, non, Alerte, hein. bah je précise. Alors après, voilà, c'est un débat Ouais. qui dépasse ça, le jeu de rôle, mais pour rapidement expliquer pourquoi potentiellement on fait ce genre de blague, c'est que, alors tu me coupes peut-être que t'es pas d'accord, mais j'imagine, en tout cas que toi comme moi, si on fait ce genre de blague des fois un peu borderline, c'est parce que j'estime que ce genre de sujet, faut pas non plus s'en priver d'en rire et de justement jouer un peu l'extrême inverse, jouer les racistes de bas étage qui en fait on ne rit pas parce que c'est raciste et qu'on se moque d'une communauté, mais parce qu'en fait c'est tellement aberrant et stupide comme propos que c'est ça en fait, on tourne en ridicule la personne en fait qui a Et cette... complètement. Et puis de toute façon, après, c'est aussi basé sur l'histoire, hein, d'une certaine manière. Ouais, C'est un ouais, jeu de rôle qui se passe pendant l'époque coloniale. Donc c'est vrai. forcément, hein, je vous fais pas un dessin si vous êtes tous allés à l'école. Vous avez vu que c'était pas non plus la meilleure des époques pour certaines communautés ou ethnies. Et en plus de ça, je veux dire, l'homme blanc, d'une certaine manière, se met au-dessus Mm. de tout quasiment à cette époque-là. Donc d'autant plus pour un personnage qui est un marchand, un riche marchand d'une famille qui était assez reconnue au niveau de la couronne d'Angleterre. Oui, Ouais, j'avoue que j'ai introduit quelques petits éléments de un peu hautain, même avec des personnes qui paraissaient peut-être plus, je sais pas, genre sales corporellement. Ou ce genre de choses. Effectivement, mon personnage n'avait pas la langue à raccrocher, on va dire. Enfin, ouais. la langue bien pendue, on va dire. Et Il n'était pas woke. voilà. Orson n'était pas woke. Exactement. Donc du coup, ça relevait plus de ça, effectivement. Et je sais que du coup, malheureusement, voilà, il y a des restrictions sur les internets, donc, enfin malheureusement, heureusement, mais parfois un petit peu sur tout et n'importe quoi. Enfin, là on s'élarge dans un débat, je ne contrôle plus rien. Mon dieu, mon dieu. Euh, On il dérape. faut, il faut qu'on revienne là sur la piste rouge. Recanalisons. Mais bref, toujours étant donné qu'on rediffusait cette partie directement sur les internets, si je puis dire, qu'on la rediffusait en ligne, j'étais d'autant plus vigilant justement sur ce genre de sujet-là. Disons que on aurait joué cette partie juste entre nous, sans que ce soit filmé. Il est très probable que ce genre de blague et tout ça, ça m'aurait moins heurté et que je ne sois pas intervenu à ce moment-là. Ou j'aurais laissé passer plus de choses avant de te dire attention, Max, je sais qu'on est en jeu de rôle et je sais que c'est ton personnage, mais bon, ok, c'est cool, ça peut être rigolo de jouer un peu là-dessus, mais attention. Là, le fait qu'on ait une captation et que ce soit rediffusé potentiellement envers n'importe qui et potentiellement des gens qui pourraient être blessés par ça, du coup, ouais, j'ai un peu pris la mouche de passer 2-3 blagues. Ouais, clairement, je suis intervenu en mode stop, on arrête ce genre de blague. Et en plus de ça, j'ai fait un peu le maître de jeu cravache, c'est-à-dire que j'étais en mode Ah, oui, bon là c'était la blague de trop, du coup ton personnage a un effectivement. désavantage sur ses prochains jets. Sauf que là encore en fait, je pense qu'il a été là maintenant, je pense que entre guillemets tu comprends peut-être mieux pourquoi j'ai pris cette décision à ce moment-là, mais je pense que clairement j'avais pas donné toutes ces infos et j'avais pas communiqué là-dessus à ce moment-là, donc forcément toi, je pense qu'en tant que joueur tu as juste reçu en mode bah merde, quoi, on s'amusait, je faisais 2-3 blagues, et là, genre, paf, je suis coupé dans mon élan, sans raison, et du coup, clairement, tu vas un peu tenir tête en mode, non, tu ne me mets pas de désavantage. Et non, bah non, parce que je comprenais pas en fait. Genre, je jouais juste mon perso en fait, d'une certaine manière. Mmh. Donc, c'est pour ça que bien mettre les barrières entre guillemets, les limites, on va dire, les petits signaux quoi, les petits compteurs GGR sur les côtés, pour avant de commencer, pour pas sortir des gonds et puis se retrouver dans des situations où effectivement ça peut être problématique. Mais bon voilà, après tout s'est bien passé. Ouais. Au final, la qualité de son était merdique, donc la vidéo partira dans les méandres. Une fois de plus, les méandres de l'internet. Les méandres de l'internet, effectivement, mais ouais. La Et voilà. communication, le maître mot, effectivement, ça en fait partie, en fait. C'est important pour éviter, en fait,
les situations de conflit comme ça, avant une partie, ça peut être intéressant de parler avec vos joueurs de qu'est-ce qu'ils attendent de leur partie, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire dedans, et est-ce que potentiellement il y a des sujets ou des thématiques qu'ils ne souhaitent pas aborder, ou au contraire, où ils se disent attention, telle situation, etc., moi ça me met mal à l'aise, ou j'ai pas envie. Et justement aussi parler de ce genre de sujet, quoi. Est-ce que typiquement on joue en jeu de rôle, on est souvent dans des univers assez guerriers où il y a de la guerre, il y a des morts, des blessés et tout ça. Typiquement un sujet tout bête, c'est à quel point est-ce qu'on peut décrire et mettre en scène la violence dans ces récits-là. Il y a certains groupes de joueurs, ils vont dire il y a pas de souci, moi ça me dérange pas. On peut aller très loin tant que ça reste dans un truc un peu presque parodique, un peu genre tu vois à la Tarantino, quoi, dans le sens on coupe un bras, il y a 36 000 hectolitres de sang qui se déversent, où ça en devient très ça en devient tellement too much que on s'en fiche. D'autres au contraire qui vont dire bah non, moi je suis un peu mal à l'aise là-dessus, je préférerais potentiellement qu'on ellipse en fait ces passages-là de quand la violence va un peu trop loin, bah non, tant pis, tu ne décris pas les blessures et les cris de douleur de l'adversaire, donc tu dis bon bah tu as tué ton adversaire, point barre, et on enchaîne, quoi. Mais ouais, bien cadré et bien et poser des questions sur ces sujets potentiellement sensibles avec vos joueurs avant la partie, ça peut être un moyen justement d'éviter ce genre de conflit. D'où l'importance aussi des briefings, d'une certaine manière, des briefings en fin de séance. Ouais. Alors peut-être à chaud après, je sais pas si c'est une bonne ou une meilleure idée d'attendre, mais c'est important d'en reparler parce que même si la séance s'est bien passée, hein, mais je veux dire déjà pour au maître du jeu pour obtenir un retour sur son travail parce qu'il y a de l'investissement. Oui. Et en plus de ça, pour permettre de savoir si tout s'est bien passé, s'il y a eu des séquences plus ou moins, déjà au niveau du gameplay, hein, si ça a été bien accepté, si il n'y a pas eu de période creuse, si on a eu oui ou non et pourquoi, dans le cas où il y en a, et puis surtout. Si jamais il y a eu un conflit, donc, dans le cas de notre chronique d'aujourd'hui, eh bien, en parler, quoi. En parler et pas rester dans son truc pour que le bubon se forme d'une certaine manière et que l'angoisse s'installe. C'est ça. Et après, ça soit terminé. Ouais, complètement, hein, crever l'abcès. Alors pas force. Et pareil, en fait, tout dépend du contexte. C'est vrai que je serais plutôt d'avis de potentiellement quand il y a une situation de tension comme ça, d'attendre la fin de la partie vraiment pour en parler et y aller directement, dire bah voilà, il y a telle situation qui m'a déplu ou qui s'est mal passée, j'aimerais qu'on en reparle, plus que de le faire autour de la table. Après, ça peut aussi se valoir des fois d'arrêter la partie, la session, bah non, là ça va trop loin. La tension accumulée est trop importante, on peut pas décemment continuer la partie tant qu'on n'aura pas réglé entre guillemets la situation et les conflits d'opinion qu'il y a autour de la table. Donc ouais, non, des fois il est nécessaire d'arrêter la partie et de faire un point là-dessus, quoi. Pour justement... Vas-y. Non, bah éviter les frustrations, quoi. Je dirais même aussi, il faut venir aussi la tête froide. Genre d'une certaine manière, moi ça m'est arrivé quand tu as un conflit hors jeu, donc hors jeu de rôle avec potentiellement quelqu'un, genre tu t'es engueulé ou un truc comme ça et que tu sais que derrière tu vas avoir une séance de jeu de rôle, eh bien il faut régler ces problèmes-là avant. Parce que si tu ne règles pas et que tu viens jouer en même temps, eh bien, je peux te dire que ton expérience de jeu elle est quand même vachement moins bien. Ouais. Donc il faut absolument venir à la tête froide, tout le monde est ok, on est en terrain neutre et on est là pour passer un bon moment, quoi. Complètement. Après, voilà, hein, c'est un loisir qui favorise l'évasion et tout ça. C'est sans aller, je dirais, jusqu'à avoir la tête froide et tout ça. Non, je dois absolument régler mes problèmes dans la vraie vie avant de faire une partie de jeu de rôle avant d'y aller. Ce qui est mieux, ce qui est plus cool. Mieux. Mais en tout cas, essayer de ne pas les implémenter dans la partie, quoi. C'est vrai que des fois, je pense, après, ça rejoint en fait n'importe quel loisir, hein. Des fois, on n'est pas dans le bon état d'esprit pour faire une activité, pour faire un loisir, et faut aussi des fois l'accepter et l'admettre.
c'est mieux des fois de dire bah non, je jouerai pas cet après-midi parce que ça va pas fort et je sais que potentiellement j'ai la vraie vie qui me prend vraiment entre la tête sur des tas de sujets. Et du coup, je préfère, bah ouais, cet après-midi, tant pis, je ne fais pas la session de jeu parce que je sais que je vais pas en profiter. Et en plus de ça, peut-être que je vais en plus créer du malaise vis-à-vis de mes autres compagnons, quoi. C'est ça, effectivement. Et puis, bah, il y a toujours le petit truc en disant, mais oui, mais si je fais ça, je vais planter la séance et tout, mais vous rendez service à la France, d'une certaine manière, si vous faites ça. Je vous le dis, hein. Complètement. Complètement, complètement. Après, c'est marrant parce que du coup, ça me fait. Je trouve ça fait la transition sur un autre sujet qui est le côté presque thérapeutique avec de gros guillemets que peut avoir le jeu de rôle, justement sur les problèmes plus personnels et plus réels que peuvent avoir les gens. Des fois. Alors nous, je pense qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire ça en cours de partie, mais pour l'avoir vu sur des émissions de jeux de rôle, où justement volontairement ils mettent des problématiques très graves et très réelles dans leur personnage et dans leur histoire, ça peut être un bon moyen aussi d'affronter ces problèmes autour de la table de manière avec de l'imaginaire, pour du coup être plus prêt et comment dire, accepter plus facilement les difficultés de la vraie vie. T'as beaucoup de choses comme ça, justement, ça peut être intéressant des fois de jouer un personnage, alors sans faire de la psychologie de comptoir, ne mettez pas vos problèmes perso dans l'historique de votre personnage. C'est ce que j'allais dire. Mais en revanche, créer des personnages avec des dilemmes moraux et potentiellement s'inspirer des fois de certaines choses que vous avez pu voir ou rencontrer, ça peut être intéressant. Et ça peut permettre d'évoluer. J'avais l'exemple c'était Critical Role, du coup, qui est l'émission numéro 1 de jeux de rôle du monde, qui est une émission américaine, où sur la première campagne qu'ils avaient faite, il y avait tout un arc narratif basé sur le deuil de différents personnages. Et justement, un des joueurs en fait avait perdu sa maman en fait pendant cette campagne, et il expliquait en fait en interview que tout le traitement en fait de la mort de certains personnages, de certains PNJ qu'il avait pu faire dans la partie, l'avait en fait aidé en fait côté personnel à mieux accepter en fait, à mieux faire le deuil de sa maman en fait. Et ça, je trouvais ça très beau et très chouette comme chose. Je savais pas cet exemple, c'est beau. Mais une fois de plus, hein, ce n'est pas qu'une activité de gros nerd sans vie sociale. Ça aide les gens aussi, le jeu de rôle, il faut le savoir. Complètement. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour sur les conflits entre joueurs. J'ai presque envie qu'on arrête là, entre guillemets, pour cette partie-là, parce que je pense que la deuxième partie que je souhaitais faire, qui était les conflits entre personnages, je pense qu'on pourrait faire un numéro entier dessus. C'est vrai, parce qu'on a mine de rien, on a beaucoup de choses à dire hein, là-dessus, ouais. C'est marrant. Ah bah dès que ça touche à l'affect, au sensible et... la castagne. La castagne, le conflit sa castagne. Ah, là, le soleil. Il y a des choses à dire. Eh bah écoute, oui, pourquoi pas, effectivement. Ça peut être... ça sera sûrement, du coup, l'objectif de cette prochaine chronique. Du coup, là, on vous a parlé des conflits... du coup, entre joueurs, donc de manière, je vais dire en amont et pendant la partie, mais il existe aussi les conflits qu'on s'imagine dans l'imaginaire du coup de notre imagination imaginative, et ça concerne du coup nos personnages, ceux que vous avez créés, du coup les situations que vous allez vivre avec vos compagnons, et ça peut créer de belles pagailles. Tout à fait. Mais ça, du coup, on en parlera la prochaine fois. Effectivement. Et la prochaine fois, pas la semaine prochaine, apparemment. Comment ça? Que se passe-t-il? Il y aurait, je vois sur mes petits papiers apparemment, on aurait peut-être une annulation de la séance de la semaine prochaine. Comment ça? Que se passe-t-il? Vous avez les oracles de votre côté ne sont pas bons pour cette période? Si, de moi ça a l'air d'aller, ou alors peut-être que c'est une fausse alerte. Non mais je regardais mon plan en fait et tout à la fin. Bah non mais c'est...
Ah non, 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 c'est une erreur de ma part, non, c'est faux. Ah, c'est une erreur. Bah, C'est écoutez, totalement voilà, faux. si le prompteur m'envoie des fausses infos, forcément, moi, je pars en steak. Bon, bah, désolé. Du coup, malheureusement pour vous, on se retrouve la semaine prochaine alors. Effectivement. Jeudi prochain, 13h, nous parlerons des conflits entre personnages. Du coup, pour conclure sur ces conflits entre joueurs autour de la partie, comme on l'a dit, le maître mot, c'est la communication qui se fait Exactement. avant et après la partie, et aussi pendant potentiellement. Et voilà, de ne pas oublier que nous sommes tous de petites personnes sensibles, avec chacun ses problèmes dans la vie et ses problèmes personnels à gérer. Donc, voilà. Restez cool, restez frais, essayez de faire preuve d'empathie envers vos prochains. Après tout, jouer ensemble à une partie de jeu de rôle, c'est déjà quand même un truc très chouette, donc autant faire en sorte que ça le reste. Voilà. Donc, en maître mot, je dirais, sortez-vous les doigts du cul, quoi. Ah Vous avez des problèmes? Réglez-les, ok? Voilà. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Des bisous, à la semaine prochaine, restez frais.